Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison d'Entrepreneurs sans filtre. Alors je voudrais commencer par remercier celles et ceux qui ont accepté de témoigner et de partager leur expérience avec vous au cours de cette première saison. On est très heureux de terminer, de vous proposer ce dernier épisode réalisé avec Nicolas Véraud, donc quatrième génération de la famille Véraud à gérer la maison Véraud, qui a été fondée à Saint-Étienne et qui va nous parler d'artisanat. Nous, on se retrouve pour une saison 2 qui va démarrer en 2026 et dont le format va être un petit peu différent, mais je vous en dis pas plus. Bonne écoute et à très bientôt. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast. Et je vais commencer par te demander de te présenter succinctement. Bonjour Sylvain, je te remercie pour cette invitation. Je m'appelle Nicolas Véraud, je suis charcutier. Dans ma famille, quatrième génération dans ma famille à être charcutier. Tout a commencé en 1930 à Saint-Étienne. Un commerce qui s'est développé jusqu'à être l'une des boutiques emblématiques de la ville dans le commerce alimentaire, place de l'Hôtel de Ville. Donc vraiment face à la mairie de Saint-Étienne. Et en 97, on a déménagé, on a ouvert à Paris. Quand je dis vu que je suis né en 1993, j'en tire pas de crédit. Ce sont mes parents qui, en 97, ont ouvert à Paris, aux 3 rue Notre-Dame-des-Champs, métro Saint-Placide. Donc là se termine le chapitre stéphanois de la maison Véraud et débute l'aventure parisienne. À partir de là, on a eu un beau développement qui s'est surtout marqué par une reconnaissance sur nos produits, parce qu'on est avant tout une charcuterie artisanale. Notre objectif, c'était d'être une charcuterie artisanale d'excellence. Ça ne veut pas dire qu'on est excellent, ça veut dire qu'on essaye toujours d'aller chercher à faire le meilleur possible, le meilleur tant sur les produits que sur le service qu'on va apporter aux clients quand ils viennent dans nos boutiques. Et donc, à partir de cette première boutique parisienne dans le 6e arrondissement, s'en est suivi l'ouverture d'autres boutiques. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait d'ailleurs de parler de pourquoi ce choix d'ouvrir plusieurs autres boutiques au lieu d'ouvrir une grosse charcuterie. Et s'en a également suivi un développement à l'international avec un chef lyonnais, maintenant plus new-yorkais que lyonnais, qui s'appelle Daniel Boulu. Ça a été vraiment un moment fort dans la carrière de mes parents qui a duré plus de 15 ans, c'est-à-dire de à peu près 2005 jusqu'au Covid, où notre charcuterie était présente à New York, Toronto, Londres et Boston. Pour en revenir à moi plus précisément, du coup j'ai 32 ans, j'ai rejoint l'entreprise en 2018. J'ai annoncé à mes parents, alors quand on se place en tant que fils d'artisan, on pourrait dire que je les ai rejoints sur le tard. J'avais 25 ans, 26 ans. Mais après, quand on se place à l'échelle d'une carrière à peu près normale, on peut dire que c'est tôt. Voilà, ça reste quand même assez jeune et ça fait partie du premier cycle de la vie d'un individu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai annoncé à mes parents que je souhaitais les rejoindre à l'âge de 19 ans. Je faisais des études de droit, je passais en deuxième année et en fait à l'été entre la première et la deuxième année, j'ai annoncé à mes parents que j'avais envie de les rejoindre, mais pas que j'allais les rejoindre parce que pour les rejoindre j'avais besoin de leur accord, ça va de soi. J'allais pas faire un putsch et ça a été un peu une surprise parce que ça faisait assez longtemps que j'avais dit à mes parents que moi je souhaitais me diriger vers le droit. Et ils avaient fait un trait sur mon éventuelle intégration, entrée dans l'entreprise. Donc ce qui s'est passé quand à 19 ans je leur annonce que je souhaiterais les rejoindre, ça a été d'abord une surprise pour mes parents. Les premières minutes. Et puis ensuite, après un peu de réflexion, ils m'ont dit, écoute, si jamais c'est pas une solution par défaut, banco, mais par contre, finis tes études pour nous apporter quelque chose de différent.
Ce à quoi j'ai répondu qu'on était en phase, que j'avais pas l'intention d'arrêter ce que j'avais commencé. Donc j'ai fini mon cursus en droit, ensuite j'en ai enchaîné un autre beaucoup plus rapide en école de commerce pour pouvoir apporter un aspect un peu plus business à l'entreprise. Et c'est en intégrant la Maison Véro que j'ai vraiment appris le métier de charcutier, parce qu'il est impensable de faire le métier que je fais aujourd'hui sans être en capacité fabriquer les produits, mais surtout être force de proposition pour des créations et apporter toujours un peu plus pas de la nouveauté pour de la nouveauté, mais des idées intéressantes, des idées recettes, comprendre ce que les gens ont envie de manger à l'instant T. Et ça, pour moi, pour mon père, pour mes parents et moi, je pense que c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est assez abstrait, mais c'est de se dire qu'est-ce que les gens ont envie de manger aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi, j'imagine, le côté charcutier, c'est aussi la capacité à faire. Bien sûr. Je pense que je comprends pourquoi tu as eu besoin et envie d'apprendre le métier de charcutier avant de te lancer. C'est ça, et surtout que moi aujourd'hui je me définis comme charcutier, comme artisan charcutier. Quand on me demande quelle est ta profession, je suis charcutier, je suis pas autre chose que charcutier. Et dans une entreprise artisanale, une PME artisanale, on ne peut pas prétendre à la co-diriger si jamais on ne sait pas de quoi on parle, on ne connaît pas les produits avec lesquels on travaille, on n'a pas un regard précis dessus. Donc voilà, là où j'ai suivi une formation un peu différente, c'est que d'abord j'ai une formation plus académique, classique, et ensuite j'ai fait le professionnel, la partie vraiment professionnelle. J'entends par professionnel les mains dans la pâte. Alors que sur un cursus un peu plus classique pour les métiers de l'artisanat, on va d'abord apprendre à fabriquer les produits qu'on va commercialiser, et ensuite on va apprendre comment les vendre. Et souvent, en fait, on apprend sur le tas la partie chef d'entreprise, et à l'école la partie artisanale. Moi, c'est un peu l'inverse que j'ai fait. 2 questions pour toi. 3 même. La première, c'est comment est-ce que tu as appris à être charcutier? Est-ce que tu es passé par une chambre de métier ou est-ce que tu as été formé en interne par tes parents ou les gens qui travaillent chez vous? Alors, je suis passé en interne pour une raison très simple. Faut imaginer que admettons, ton père est prof de maths. Il est assez bon dans son métier de prof de maths, il est même très reconnu pour ça. Il se fixe pour objectif de te former pendant les 2 années qui viennent. Et ben moi, j'ai la chance d'être exactement dans cette configuration. Mon père, qui s'est fixé pour objectif de me former, de former à son métier pendant les 2 premières années de ma carrière professionnelle. Et en plus, il n'a pas été seul. Il y a aussi notre chef exécutif, donc la personne qui gère notre atelier de fabrication au quotidien, qui aujourd'hui est d'ailleurs meilleur ouvrier de France, Gaël Radigon. Et puis une personne qui est plus dans l'entreprise aujourd'hui, mais qui a fait plus de 20 ans avec nous, qui s'appelle Olivier Orville, qui a par exemple été 3e au championnat du monde de pâté croûte et qui est un très grand professionnel également de la charcuterie, qui a également passé énormément de temps à me former. Donc j'ai eu le droit à une formation, je suis extrêmement chanceux, j'ai eu le droit à une formation sur mesure par ces 3 personnes-là. Ok. Alors donc ma première question, c'est sur la formation donc au métier de charcutier. Tu m'as répondu. La deuxième, c'est étant donné que tu savais a priori que tu allais te diriger vers cette carrière, donc une carrière dans la charcuterie, est-ce que à partir du moment où tu as pris la décision, tu as vécu tes études en droit et après en école de commerce différemment? C'est-à-dire, est-ce que tu les as vécues de manière un peu appliquée en te disant je vais prendre les idées dans ce cursus qui vont après m'aider pour mon futur métier? Est-ce que tu l'as vécu comme ça ou pas? Je l'ai totalement vécu comme ça, parce qu'à partir du moment où on a un but et on sait pourquoi est-ce qu'on est là, ça apporte du concret à
à chaque, pour parler d'un point de vue académique, à chaque matière. Ça a double tranchant, parce que des matières dont on sait que justement on Tu ne va pas l'utiliseras avoir pas. un grand intérêt, c'est vrai que du coup, on peut peut-être leur tourner un peu le dos. Mais non, à titre personnel, je veux dire que ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a surtout beaucoup aidé pour préparer mes concours d'école de commerce en parallèle de mon master de droit des affaires, parce que ça nécessitait nécessairement une charge de travail encore supérieure à celle qui était déjà demandée. Mais je pense qu'à partir du moment où on a un objectif qui est clair et qu'on on sait que le seul chemin qui permet de nous y mener, c'est le travail, et ben la motivation suit. Et donc, oui, j'ai toujours eu en tête l'objectif final, à savoir celui d'intégrer l'entreprise et d'être le plus à même d'apporter quelque chose à la Maison Véro. De complémentaire, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que du coup, ce que tu fais, c'est en lien avec le droit et le droit des affaires ou la partie gestion Non, ou je pas pense tellement au que final? non. Enfin, la partie. En fait, qu'est-ce que je fais? Je co-dirige une PME artisanale. Ouais, Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu mon fais tout. métier, c'est la transversalité, parfois même peut-être un peu trop transversale. Et je pense que, euh, compte tenu de la typologie d'auditeurs que tu as sur ton podcast, on va être plusieurs à se retrouver là-dedans. Toute la question, justement, c'est de se dire où commence notre fonction, notre métier, et où est-ce qu'elle s'arrête. Aujourd'hui, on sait où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, c'est un peu plus compliqué tellement c'est transversal. Donc il peut m'arriver de gérer des sujets qui sont en rapport avec mes anciennes études en droit, oui. Est-ce que c'est mon quotidien? Clairement pas. Par contre, pour la partie gestion, ça l'est beaucoup plus, et notamment euh, depuis la guerre en Ukraine et tout ce que ça a induit en matière de sujets sur la marge Ouais. et donc sur les Coût de augmentations l'énergie, tarifaires, énergie, inflation. matières premières, alimentaires, et ainsi de suite. Ok. Je pense qu'on ça, on y reviendra dans Je une pense partie aussi. ultérieure. Ok. Bon, bah, c'est très clair pour moi. Alors, on va passer à une partie qui est un peu plus orientée analyse économique, hein. Comme tu le sais, l'idée c'est de donner un peu, enfin de parler en tout cas de notions d'analyse économique, mais sans faire compliqué, vraiment des choses qui soient très concrètes. Donc ma première question sur ce thème-là, c'est qu'est-ce qui pour toi est difficile en fait dans la gestion de ton entreprise au quotidien? Je pense. Alors, il y a plein de sujets qui peuvent être difficiles. Dans les métiers qui sont ceux de l'artisanat, bon, je ne pense pas que ça soit exclusivement lié à l'artisanat, on va avoir énormément de problématiques liées aux ressources humaines. Pourquoi j'ai spécifié dans les métiers de l'artisanat? Simplement parce que qu'est-ce que c'est un métier artisanal? C'est un métier qui repose sur un savoir-faire humain, donc d'un artisan ou d'une artisane. Euh, à partir du moment où on repose sur l'humain, ça veut dire que bien entendu on est dépendant de l'humain, et on sait aujourd'hui qu'on a une crise des vocations. Alors, on entend énormément aux informations qu'on a un sujet dans la restauration. Moi, je parle de façon un peu plus spécifique chez les charcutiers traiteurs. Donc, on essaye en permanence de se demander comment faire pour être attractif, et surtout comment faire à partir du moment où il y a plusieurs années, là je parle d'un temps que moi je n'ai même pas connu, hein, sur mes 7 années à la Maison Véro, euh, d'un temps où on avait une main-d'œuvre, des ressources humaines qui étaient abondantes, avec la formation spécifique d'artisans charcutiers traiteurs. Je vais aller encore plus loin sur nos collaborateurs en vente. Avant, il existait par exemple un CAP charcutier traiteur, de vente en charcutier traiteur. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de charcutiers traiteurs. Donc, on a dû se réinventer. Et en fait, aujourd'hui, on propose une sorte de formation continue. On prend des gens, on embauche des gens, pardon, on ne les prend pas, on les embauche, on intègre des gens qui n'ont pas au départ les compétences spécifiques à notre métier, et on les forme nous-mêmes.
pour ensuite faire en sorte que ces collaborateurs soient parfaitement intégrés à ce que nous, à nous, nos exigences. Ok. Donc ça, c'est un premier sujet. Euh, ce point, il est absolument déterminant parce qu'en fait, on se rend compte que l'entreprise peut vaciller à partir du moment où on va avoir un turnover trop important, à partir du moment où on va malheureusement peut-être se rater sur des recrutements. Mais par contre, pour nous, il est impensable de changer notre modèle. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas... en fait, quelle serait la facilité? La facilité, ça serait de se dire, on va mettre un peu moins d'humains et un peu plus de machines. Ça, c'est quelque chose qu'on se refuse totalement à faire. Si jamais on coupe notre connaissance, notre savoir-faire, qu'on la remplace en fait par des machines, on pense très sincèrement qu'on perdrait l'âme de notre métier et ce qui fait notre spécificité. Donc c'est pour ça qu'on se refuse de dire, par facilité, on va remplacer. Globalement, comment est-ce que ça se fait? On se dit, on va remplacer, on a 3 personnes qui fabriquent tel type de produit, et vous savez quoi? On va acheter une machine, ça permettra d'en avoir plus qu'une. Sauf que cette personne, en fait, elle n'est même plus artisan, elle est opérateur de la machine. Oui, c'est ça. Tu changes ton métier. On change tout, on perd en qualité également. Et en intérêt on pour perd son tout, métier. et donc on perd tout. Et ensuite, l'autre sujet, bien entendu, c'est, comme je le disais, c'est la fabrication et la commercialisation. Et donc sur la vente, la vraie problématique, c'est de sensibiliser des gens qui n'ont pas au départ très souvent qui n'ont pas au départ notre culture culinaire, parce qu'aujourd'hui on recrute des gens qui ont au début pas nécessairement un attrait pour la charcuterie, et en fait de leur faire comprendre tout l'intérêt de notre métier, de les passionner pour qu'à leur tour ils puissent vendre ce produit. Donc ça c'est vraiment notre première grosse difficulté, c'est toute la question des recrutement, formation Exactement. et qualité d'exécution et de vente. Des ressources humaines. Ok. Le deuxième point, si je puis mais vas-y, mais bien sûr. Ouais. Le deuxième point, je dirais que là, on est vraiment sur quelque chose qui est propre aux entreprises familiales, installées depuis un certain temps et ainsi de suite. C'est de faire évoluer les process et de faire évoluer l'entreprise sans perdre l'identité de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, pour progresser, elle doit sans cesse évoluer. Mais d'un autre côté, on a une sorte de contrat, de contrat tacite avec nos clients, avec nos collaborateurs, également un peu avec nos fournisseurs aussi. Ou autrement, vous, collaborateurs, vous êtes rentré dans une entreprise qui était ultra familiale, c'est-à-dire que vous voyez les patrons toute la journée, matin, midi et soir, mais sauf qu'au fur et à mesure du temps, l'entreprise évolue. L'entreprise évolue, c'est-à-dire que on va ouvrir un atelier de fabrication juste à côté de Paris, vraiment à 5 minutes de Paris, à Ivry-sur-Seine, pour ceux qui connaissent, c'est au sud du 13e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on va délocaliser une partie de l'entreprise, une partie non négligeable, quasiment 30%, 40% des effectifs en dehors des boutiques. Et donc, une partie des patrons aussi, donc mon père et moi, on y est très souvent. Donc, dans les boutiques, vous allez beaucoup moins voir les patrons. On va avoir un lien qui va se distendre un peu, mais sauf qu'au début, les gens, quand ils ont signé leur contrat de travail, il y a 10, 15 ans avant que ces changements interviennent, il y avait un accord tacite, quoi. Ouais, ça faisait partie du charme et de l'intérêt que on est tout le temps ensemble, et puis entreprise familiale au sens, cette entreprise est une famille. Alors pas famille comme on peut l'entendre malheureusement très souvent aujourd'hui, le sens un peu bullshit de non mais on est une grande famille, tu peux bien faire des heures sup sans être payé. Non, c'est pas ça le sujet, c'est plus on est ensemble et on a un vrai intérêt l'un pour l'autre. Si jamais il t'arrive quelque chose de difficile dans ta vie, je suis vraiment concerné par ça, et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, et enfin voilà, des rapports sains humains. Et forcément, il y a eu un peu de distance qui s'est créée à un moment. Et en fait, ce qui n'est pas évident, c'est de se dire comment est-ce qu'on gère ce changement
Les collaborateurs qui, pendant plus de 10-15 ans, même plus, ont vu mes parents au quotidien, ont pu partager avec eux, et ainsi de suite. Et en fait, leur N+1, c'était qui? C'était les patrons. Ouais. À une entreprise qui s'est structurée, où on a mis des strates hiérarchiques entre le vendeur ou l'artisan charcutier et les patrons. Donc maintenant, il y a un N+1, N+2 et parfois même un N+3. Donc en fait, le deal a changé. Et ce qui est difficile, c'est de faire intégrer à nos collaborateurs que ça ne veut pas dire que ça sera moins bien, par contre, Ça va être différent. ça va être différent. Et en fait, ce qui n'est pas évident, c'est d'arriver à procéder à cette évolution de la façon la plus douce possible. Parce que si jamais on y va de façon brutale, on en perd trop au passage. Et on n'a pas envie de perdre des collaborateurs, on n'a pas envie de perdre des clients non plus. Bah, écoute, c'est intéressant dans le sens où, parmi tous les gens qu'on a reçus, tu es le premier qui, en termes de difficulté, me parle uniquement de l'aspect humain, en fait. Et je trouve ça intéressant, et donc interne et externe avec tes clients. Et voilà, je pense que il doit y avoir quelque chose en lien avec justement les valeurs de ton entreprise. Mais bon, super intéressant. Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire? Pourquoi? Parce que si demain j'ai un souci de production, enfin, si demain, en fait, tous les autres problèmes, quelque part, il y a du rationnel. Admettons, j'ai un vrai enjeu, par exemple, qui pourrait nous tomber sur la figure en lien avec notre matière première. On est charcutier, donc notre matière première principale, c'est le cochon, le porc. Si demain, il y a la grippe porcine, donc la grippe porcine, pour nous, c'est un peu notre grande crainte. Voilà, en gros, c'est ça. En fait, c'est comme la grippe aviaire, mais et ça existe vraiment. Ça vient de Chine et ça se rapproche progressivement de la France et ainsi de suite. Il se trouve que c'est des sujets sur lesquels on a déjà réfléchi, on a un plan d'action si jamais demain ça arrive. Et normalement, on sait que si jamais ça arrive en France, on sait exactement comment faire pour ne pas être en rupture et toujours pouvoir être approvisionné. Pourquoi? Parce que notre éleveur fait un travail absolument remarquable à ce sujet-là et il s'est organisé en fonction. Bon, je te passe les détails, mais de ce point de vue-là, on est bien. Quand on subit un vrai problème en termes de coût de l'énergie, en termes de coût de l'énergie et coût des matières premières et ainsi de suite, et ben, c'est objectif, quoi. C'est plus, c'est moins, et à la fin, il faut que, quand on tire le trait à la fin, il faut qu'il y ait marqué qu'on soit en positif et terminé. Sur l'humain, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pas de. Et ben, à la fin, je sors en positif. En fait, tu le sais pas jusqu'à. Enfin, tu peux le sentir, tu peux tout ça, mais il y a pas. C'est du permanent et c'est pas de l'objectif. Oui, c'est pas, tout le reste. C'est pas qu'une soustraction, en fait. Ouais, c'est ça. Alors que tout le reste. Que ça soit, je sais pas, par exemple, ton plus gros client qui reçoit pas sa livraison et que tu as souvent des problèmes avec le transporteur et ainsi de suite. C'est des problèmes qui se règlent en fait. Au pire, tu changes de transporteur et ainsi de suite. Tous les problèmes de bail, bref, tout se règle. Mais ce qui pour moi est vraiment clé dans notre job, comme tu l'as soulevé, c'est l'humain. Oui, après, tu aurais pu me dire, moi, mon problème, c'est que j'ai du mal à vendre. Ou j'ai du mal à. Voilà, j'ai été impacté par le prix des matières premières et j'arrive plus à être rentable avec mon prix. Et donc, c'est pas ce que tu m'as dit. Et je partirais du principe que ça serait un problème que on est en capacité de régler. Okay, Pourquoi? C'est clair. Parce qu'en fait, avec notre savoir-faire, on peut faire évoluer nos recettes. On peut tout changer. C'est la force de l'artisanat. C'est que tu cibles un problème comme. C'est aussi la force et la faiblesse quelque part. Mais quand tu cibles un problème sur un produit, et comme tu le fabriques tous les jours, le produit, et ben le lendemain, tu changes ta recette et tu l'adaptes. Alors bien entendu, si jamais c'est ton produit phare et ainsi de suite, tu vas pas changer ta recette du jour au lendemain, tu te poses un peu des questions avant. Mais en fait, on est ultra manœuvrable, ultra pilotable là-dessus. Donc, on a une remise en question qui est extrêmement rapide. Contrairement, par exemple, là, je fais des vêtements et puis là, je lance de la prod pour la collection automne-hiver 2026, donc dans un an. Bah, si jamais tu t'es planté, mince, alors il y a beaucoup d'inertie, tu peux pas changer comme ça. Et ainsi de suite. Nous, en fait, comme tout est frais et on n'a pas de stock tampon, enfin, on a juste un tout petit stock tampon qui correspond à 2 jours de vente.
Écoute, à chaque fois, en fait, on repart à zéro. Et ça a des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on est ultra pilotable. L'inconvénient, c'est que il faut. Il y a tout ce facteur humain dont je Ouais, parlais. ça repose sur le savoir-faire des hommes Exactement. et leur bien-être au travail et Exactement. leur motivation. Ok, super clair. Vraiment intéressant. Et alors du coup, et tu as déjà un petit peu répondu à la question, quelles sont les particularités de ton métier? Et plus en termes, alors, modèle économique, pour pas utiliser un gros mot, mais voilà, donc tu viens d'en évoquer quelques parties. Donc ça repose sur l'humain. J'imagine que le poids, par exemple, des ressources humaines en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est pas négligeable. Et l'importance, par ailleurs, hein, des gens qui travaillent chez toi, du fait que, comme tu les formes, ils mettent un petit moment, j'imagine, à être efficaces. Et du coup, bah, le turnover, le fait qu'ils quittent ton entreprise, ça t'oblige à reprendre quelqu'un de nouveau, à nouveau le former sur une période où finalement il n'est pas rentable, etc. Donc ça, j'ai bien compris que c'était une des caractéristiques. Est-ce qu'il y en a d'autres, à part le fait que bah, vous reproduisez quasiment chaque jour, comme c'est du frais, donc vous êtes flexible, mais ça veut dire aussi que vous ne pouvez jamais vous arrêter de produire. Est-ce qu'il y a d'autres particularités Ouais, sur la question humain, parce que tu me tends la perche, mais promis, on va pas parler que de la partie RH dans cet épisode. Euh, Souvent, les gens ils nous disent, je comprends pas à Noël, pourquoi est-ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous travaillez autant à Noël? Pourquoi est-ce que juste vous n'embauchez pas plus de monde? Oui, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que euh, pendant un laps de temps très très court, à savoir 2 repas, le 24 décembre et le 25 décembre, euh, tout le monde va manger énormément et à peu près les mêmes produits. Et il se trouve qu'on a de la chance, c'est des produits qu'on vient chercher exactement chez nous, donc en règle générale chez les charcutiers traiteurs. Euh, on ne peut pas former des gens pendant 2 mois juste pour euh, 1, 2 semaines, parce que ça jusqu'au 31 décembre, 1, 2 semaines de fabrication. Ça marche pas, c'est pas viable, tant d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue économique. Pour répondre de façon plus large à ta question, sur la, la spécificité et en fait, les métriques, si je puis parler ainsi, enfin les ratios chiffre d'affaires versus charge. C'est assez simple, c'est 40% pour les RH, 40% pour les matières premières Ok. et 20% pour le reste, les autres achats et charges externes. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que souvent, alors nous en charcuterie, c'est vrai qu'on est un peu épargné par ça, mais souvent, quand vous allez acheter un gâteau au chocolat chez un pâtissier, ou chez un boulanger, on va dire vraiment un travail assez classique de gâteau au chocolat, vous allez vous dire, ah ouais, mais si jamais je le faisais moi-même, j'achète du chocolat, enfin j'achète du cacao, j'achète les ingrédients, la farine, des œufs. Ouais, je fais Ça un fait, dixième du coup, ouais, quoi. ça fait cher le gâteau, hein. Mm. Eh ben, c'est normal parce que vous avez pas à payer votre temps. Donc vous qui êtes en train de fabriquer le gâteau, vous n'allez pas vous rémunérer vous-même. Et en plus de ça, vous n'allez pas payer le loyer, l'électricité. Enfin, vous allez pas compter tout ça, votre loyer de l'appartement, l'électricité du four, l'eau pour nettoyer, et bref, et tout ce qui va autour. Et l'emballage. Dieu sait que ça coûte cher aujourd'hui, l'emballage. Donc, euh, aujourd'hui, quand vous avez un produit à la Maison Véro, c'est vraiment sur son prix de vente, à part égale, matières premières et ressources humaines. Ok. Ce ne sont pas des stats qui sont représentatifs de notre métier. Pourquoi? Parce qu'on fait le choix d'acheter des matières premières euh, assez chères. Noble, quoi. Ouais. Non, assez cher. Donc on a un ratio qui est assez élevé sur la partie matière première. Ok. Vous avez une marge brute plus basse que dans le marché et c'est assumé, en fait, c'est le coût de la qualité des produits que vous achetez, Alors quoi. après l'autre objectif c'est d'avoir oui, Oui. mais enfin ce que je veux dire oui, mais enfin l'idée c'est à la fin de sortir avec un EBE qui soit clean comme Bien les sûr, autres. Donc non, après, je on joue comprends. bien C'est sûr. la composition Mais des coûts qui exactement, est plus exactement, orientée matière première, en fait. exactement.
Ok, super Mais clair. tout en sachant, bien entendu, que il faut aussi avoir une politique salariale qui soit attractive pour être en capacité d'attirer les bons profils. Parce que bien entendu, qu'il serait impossible pour nous de recruter des collaborateurs compétents si jamais on les rémunérait au lance-pierre. Donc, euh, on fait le choix d'avoir des coûts élevés, charges élevées, parce qu'on sait qu'en vendant à une clientèle parisienne qui est sensible à tout ça, à savoir euh, en fait, à rentrer dans ce cercle vertueux. Cercle vertueux, quel est-il? C'est acheter des produits de qualité. Mais la qualité aujourd'hui, c'est pas simplement le goût. Pour nous, la qualité, c'est la question du bien-être animal, la question de comment est-ce qu'on s'inscrit dans la composante sociale et sociétale. Est-ce que nos collaborateurs sont bien payés? Est-ce que l'agriculteur, l'éleveur qui a élevé les cochons ou les volailles ou qui a fait pousser les carottes et ainsi de suite, lui aussi, il arrive à vivre du partenariat qu'on a ensemble. Et puis après, bien entendu, il y a la composante environnementale. Ça va de soi que on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on fait de la qualité, qu'on essaye de faire de l'excellence et ainsi de suite, si jamais on prend des cochons qui ne sont pas élevés en France et a fortiori bien élevés en France, parce qu'on a de l'élevage en France qui est malheureusement également pas toujours ultra qualitatif. Je blâme pas les éleveurs, mais plus les gens qui auraient les moyens d'acheter du qualitatif et qui ferment les yeux là-dessus. Et donc aujourd'hui, c'est ça en fait, faire de la qualité, faire du bon. Et on a la chance d'avoir des clients, d'avoir des clients qui y sont sensibles et qui veulent s'inscrire dans ce cercle vertueux-là. De se Ouais, je dire, je comprends. vais acheter chez eux parce qu'il y a tout ça derrière. Ok. Donc vous avez assumé d'avoir une base de coûts élevée pour justement coller à ce critère, à ces exigences de qualité. Et donc forcément ça se traduit aussi dans le prix, mais le prix est supportable parce que les gens qui achètent vos produits valorisent ce niveau de qualité. Mais c'est clair, hein. Euh, bon, après, bon, pas forcément exactement la même chose, mais je sais que voilà, il y a un Stéphanois connu qui a fait un peu le même trajet, c'est Pierre Gagnard, et je pense qu'il n'avait pas forcément une clientèle suffisamment et reconnaissante ou alors sensible ou même capable de se positionner sur ce niveau de qualité, mais voilà, il l'a trouvé sur une ville comme Paris, où j'imagine que le réservoir de personnes qui sont capables de se positionner sur ces produits est plus important aussi, en fait, hein, ça joue. Je vais pas parler Ouais. à sa place, mais moi, à chaque fois que soit j'ai pu avoir des échanges avec lui, soit lire des interviews ou l'écouter ou ainsi de suite, il a toujours dit, et c'est malheureux pour la ville de Saint-Étienne d'ailleurs, hein, mais il a toujours dit que sa faillite à Saint-Étienne a été ce qui lui était arrivé de mieux dans sa carrière, parce qu'en fait ça l'a forcé à venir à Paris. Ça, ça me fait mal au cœur, lui aussi, enfin, forcément en tant que Stéphanois, le toucher. Mais, mais en fait, je pense que il faut être en phase avec le marché sur lequel on est. Si jamais on veut vendre du très haut de gamme, il faut qu'on soit sur un marché qui a la capacité d'acheter du très haut de gamme. Ouais. Non, mais c'est très clair, il l'a déjà dit hein, dans plusieurs interviews. Donc, ok, super. Peut-être juste un dernier aspect en fait que je voulais évoquer avec toi et qui peut notamment aussi parler à d'autres entrepreneurs ou même à des créateurs. Est-ce que tu as déjà connu, toi, des difficultés en fait dans ton activité? Ça peut être de n'importe quel ordre. Alors, tu as parlé des ressources humaines, ça peut être aussi au moment que tu évoquais, par exemple, la guerre en Ukraine, ses conséquences sur le prix de l'énergie, sur l'inflation globale sur les matières premières, ou même, je ne sais pas, les droits de douane de Trump. Enfin, j'ai aucune idée. Mais est-ce qu'il y a un moment où, concrètement, vous avez dû faire face à des difficultés importantes, suffisamment importantes, pour que potentiellement ça puisse hypothéquer l'avenir de la structure? Euh, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse diriger, co-diriger
une entreprise et ne jamais avoir connu de difficultés. Ou autrement, on est très très fort, mais même si... enfin, je pense que c'est souhaitable en fait de passer par des difficultés. Parce qu'à partir du moment où on est investi et où on a euh, cette envie profonde de s'en sortir, euh, bah, le plus souvent on s'en sort déjà, et surtout on progresse. À chaque fois que j'ai été confronté, mes parents hein, bien entendu, ont été confrontés à des difficultés, on a eu la chance de toujours s'en sortir. Euh, et à chaque fois, on a beaucoup progressé. Et si jamais on fait le parallèle avec Pierre Gagnard, dont on vient de parler il y a quelques secondes, quelques instants, certes, sur sa structure stéphanoise, il s'en est pas sorti, mais sur sa carrière, il a explosé suite à ça. Ouais. Donc en fait, ça dépend où est-ce qu'on on positionne l'échec par rapport au succès. Parce que, in fine, pour lui, je pense que c'est plutôt un succès qu'un échec. En ce qui nous concerne, niveau difficulté, récemment, on a énormément souffert suite à cette envolée du prix des matières premières. Bien entendu, on a tous entendu parler des prix de l'énergie. À l'échelle de la maison Véro, x4 en matière de coût d'énergie. Quand au début vous êtes à 70 000 euros annuels, vous multipliez par 4, vous voyez tout de suite que ça fait des sommes qui sont assez, assez conséquentes. Le problème qu'on a eu, c'est que ça ne s'est pas limité au coût de l'énergie. C'est que on a eu une augmentation du prix du lobe de foie gras, donc le foie gras cru, avant qu'il soit trahi, juste le foie en fait du canard gras, qui était à peu près du même ordre. Le problème, c'est qu'on a eu une augmentation du prix de la volaille, enfin, un peu plus de multiplié par deux. Le problème, c'est qu'on a eu une augmentation similaire du canard. Le problème, c'est qu'on a eu une augmentation d'à peu près tous les produits, de toutes nos matières premières, de la sorte. Ok, donc là on parle de 60% de tes coûts en fait qui ont été impactés par des hausses. C'est ça, Ok. c'est ça. Avec cette incapacité, pour nous, d'augmenter nos prix de vente à hauteur des augmentations qu'on a subies. Donc là, il a fallu se mettre en ordre de bataille et de se dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, je pense que ce qui a été très important aussi dans notre façon de régler cette crise, euh, ça s'est joué en plusieurs étapes. La première, c'est d'avoir conscience qu'il y a une crise. Donc c'est cette prise de conscience de la part des dirigeants, de se dire là, ok, on a un problème, alerte rouge, de dresser un premier plan d'action. Donc là, on a été le plus rapide possible hein, de se faire la petite liste de voilà ce qu'il faut couper en priorité et ce qu'il faut faire évoluer le plus rapidement possible. Et puis ensuite, et pour moi cette étape elle est absolument fondamentale, ça a été de prévenir nos collaborateurs, et notamment tous nos collaborateurs clés historiques, donc ça fait un bon petit nombre de personnes. On a la chance d'avoir des collaborateurs qui sont extrêmement impliqués dans l'entreprise et qui sont attachés en fait à la maison Véro. Et donc à partir du moment où on leur dit attention, ce qu'on construit ensemble, là à l'instant T on est sur une alerte rouge, il faut réagir très vite, mais qu'on n'est pas là pour leur taper sur... Ils y peuvent rien en soi, c'est que le prix de la crème, du lait, du beurre et de la volaille a été multiplié par deux, ils peuvent strictement rien. À partir du moment où ils ont conscience de ça, et comme nos cadres, ce sont des gens extrêmement investis pour la boîte, on s'est posé ensemble et on s'est dit, où est-ce que, à votre échelle, on peut s'améliorer? Tout le monde tout le monde a mis à la main à la pâte et ça nous a permis de lever des blocages. Un blocage très... enfin, un blocage après l'autre, mais ce qui a été très beau à ce moment-là, c'est de se rendre compte que tout le monde avait vraiment ce sentiment d'appartenance à la maison et cette envie de faire en sorte, enfin de se battre pour faire perdurer l'histoire.
Euh, donc, pour moi, ce qui a vraiment été clé, c'est d'avoir une phase très rapprochée entre les dirigeants, ils, ils ciblent, ils établissent qu'il y a un problème. On commence à écrire un premier plan de bataille, et très rapidement, on le propose et on en parle à nos collaborateurs. Parce qu'en fait, si jamais on l'avait gardé pour nous, en se disant il ne faut pas que Les notre équipes le staff, nos sachent, quoi. équipes le sachent, parce que peut-être qu'ils vont avoir peur des lendemains, ils vont commencer à aller chercher ailleurs. On n'était vraiment pas là-dedans. Nous, on était plutôt dans le sens où on est ensemble, on vous en parle, on va y arriver ensemble, et c'est l'affaire de tous. Et ils vous ont aidé au final à trouver des Carrément, solutions auxquelles vous auriez pas 10 pu 000 accéder. Et Ouais. puis en plus de ça, Super intéressant. au-delà de la question de se dire, ils nous ont aidés à trouver des solutions, bien entendu, en fait, ça, c'est un travail de groupe, mais surtout, ils ont été investis. Ça s'est pas venu de, bah tiens, on va changer ça dans votre quotidien, cet élément qui va très vraisemblablement vous embêter un peu au quotidien, on va vous demander de le changer, mais vous savez pas trop pourquoi. Voilà, peut-être que enfin, parce que parler de points de marge et ainsi de suite, en plus, c'est abstrait en fait. Ce qui compte, c'est de se dire, est-ce que l'entreprise elle est là demain ou pas Ouais, bien voilà. sûr. Et donc à partir du moment où tout le monde a conscience de l'enjeu, tout le monde se bat pour faire en sorte que on réalise l'objectif. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit encore là l'année prochaine. Et aujourd'hui, bon, bah, tout va très bien parce qu'on a mis en place les mesures. Donc première étape, comme je l'ai dit, mes parents et moi, et aussi avec notre cabinet d'expertise comptable et notre C'est ce RAF. que j'allais te demander, ouais. Ouais. Vous avez eu une aide extérieure pour visualiser la nature des problèmes, pour anticiper, pour prévoir. Notre RAF Ouais. de l'époque, notre cabinet d'expertise comptable, mes parents et moi. Ok. Voilà, globalement. Mais voilà, ça a vraiment été en 3 temps. Et le Hmm. troisième temps, comme je te le disais, ça a été, en gros, c'est pas compliqué. La liste qu'on s'est faite, la descendre une par une, point par point, dire ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Et comme ça a été un peu un traitement de cheval, si je puis m'exprimer ainsi, on a réussi à redresser la barre très très vite. Et je pense que cette période nous a beaucoup, nous a vraiment énormément fait progresser. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde qui a tellement évolué qu'on peut potentiellement vendre un produit et vendre un produit à un bon prix, mais sans gagner de l'argent. C'est quand même ahurissant. Je vais te donner un exemple. Notre produit phare, qui est l'oreiller de la Belle Aurore, le plus grand des pâtés en croûte, un produit absolument exceptionnel qui pèse qui pèse 17 kilos, dans lequel on met 10 viandes, gibier, foie gras, riz de veau. Enfin bref, c'est un produit qui est exceptionnel. C'est l'un de nos produits les plus chers, si ce n'est notre produit le plus cher. Euh, on ne gagne quasiment pas d'argent dessus. C'est quand même ahurissant quand on y Ouais. pense. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a énormément d'autres coûts que les coûts de matière, ou c'est juste que vous êtes arrivé à un niveau de prix tellement élevé, et donc un niveau de coût de matière tellement élevé que Une tranche, c'est le... 25 euros. Ouais, ok. Et on ne gagne quasiment pas d'argent dessus. Ok. C'est compliqué de monter au-delà de 25 Ouais, euros. c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une élasticité prix. En gros, C'est ça. si tu augmentes ton prix, tu vas perdre des clients et tu ne veux pas C'est t'y ça. retrouver non plus. Ouais. Et en fait, du coup, c'est des produits sur lesquels on doit avoir une vraie réflexion. Parce que c'est un produit qui demande un temps fou à la fabrication. Et en plus de demander un temps fou à la fabrication, il n'y a que des matières premières qui coûtent une fortune à l'intérieur. Oui, après, peut-être que certains viennent chez vous parce que vous faites celui-là, ils en Exactement. achètent d'autres, et donc il y a un effet d'entraînement. C'est le choix qu'on fait aujourd'hui. C'est compliqué, ouais. C'est des réflexions qu'on n'était pas amené à se poser il y a encore quelques temps. Je parle de ça il y a moins de 4 ans. Et qu'aujourd'hui, on est obligé de se poser. Avant, comme je te le disais, on était 100% orienté chiffre d'affaires parce que, de toute façon, la marge suit. Aujourd'hui, il faut qu'on pense chiffre d'affaires et marge. Main dans la main, les deux en même temps. Peut-être une dernière question. Comment tu suis au quotidien ta marge? Est-ce que ton expert comptable te propose un outil de suivi? Est-ce que tu le fais toi sur Excel? Comment ça se passe? Eh ben, c'est un sujet sur lequel, justement, on a beaucoup évolué et on est encore en train d'évoluer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de mettre en place un ERP. Et avec un croisement, donc EBP pour pas leur faire de pub, et avec un croisement entre le bon de livraison
et donc les bons de livraison, facture. Et donc l'idée, c'est que le prix indiqué sur la facture à l'achat de la matière première soit répertorié en direct sur notre outil de calcul de coût. Donc pour qu'on ait un coût de revient qui soit Instantané. en permanence remis à jour. Ok, super clair, super intéressant. J'ai vraiment la dernière question qui m'est venue comme ça, mais tu me diras si elle n'est pas pertinente. Tu sais que l'intelligence artificielle vient chambouler notre vie, tout un tas de choses. Est-ce que tu t'es déjà essayé à essayer l'IA pour voir si elle te proposait une bonne recette de pâté en croûte ou une évolution sur la base de ta recette actuelle? Oui, par curiosité, on l'a déjà Bon, fait. et bon. C'était drôle. C'était un peu nul, mais c'était drôle. Non, Ouais, mais ça me par rassure. contre, plus sérieusement, l'IA, en fait, nous, on est pour, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, on l'essaye. Et on veut surtout pas être fermé et vieux jeu ou quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on fait un métier artisanal, traditionnel, même si on essaye de le voir de façon contemporaine, c'est pas parce qu'on est sur ce type de métier-là que on l'aborde avec un En regard refusant la nouveauté, passé, en fait. en refusant la nouveauté, exactement. Notre objectif, c'est toujours de s'améliorer et d'être dans l'air du temps. Alors bien entendu sur les produits, c'est là-dessus qu'on est jugé, mais aussi sur notre façon de gérer. Ça serait quand même sacrément stupide de notre part de ne pas utiliser les outils de notre temps qui peuvent permettre des gains de productivité pour piloter notre entreprise. Ça serait quand même sacrément bête. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a un abonnement premium à ChatGPT? Oui. Et est-ce qu'on s'en sert? Oui, aussi. Par contre, on s'en sert pas pour créer des recettes. Non, non, ok. Donc voilà. Très clair. Bah écoute, merci infiniment pour ton temps. Voilà, c'était super intéressant de mon point de vue. Et je pense que voilà, les auditeurs vont apprendre tout un tas de choses. Donc merci pour ça. Merci à toi.